Elle m'a offert en cadeau, sa patronne a dit je le prends, et elle l'a regretté. Elle m'a offert gratuitement, mais sa patronne a accepté l'offre avant qu'elle ne puisse se rétracter. Ceci est une œuvre de fiction créée à des fins de divertissement. Toute ressemblance avec des événements ou des personnes réelles est pure coïncidence. À cette époque, nous avions déjà une routine, pas le genre dont les couples se vantent, mais plutôt le genre qu'on ne remarque plus jusqu'à ce qu'on y soit trop profondément immergé pour s'en soucier. Elle me lançait de petites piques dans la cuisine, dans la voiture, chez sa sœur lors des dîners du dimanche, mais jamais seule, toujours en public. Cette partie était délibérée. Elle avait besoin de témoins, de gens qui souriaient nerveusement ou riaient avec elle, pour pouvoir se dire que ce n'était qu'une blague et que j'étais trop sensible, si je décidais de me défendre. J'avais été électricien pendant 11 ans. J'étais bon dans mon métier. Un emploi stable, un bon salaire pour Pittsburgh. Suffisant pour payer le loyer de notre maison à Crafton et qu'il nous reste un peu. Elle travaillait chez Meridian Insurance, en centre-ville. Elle y avait gravi les échelons pendant environ 4 ans. Ce travail lui importait d'une manière qui commençait à se répercuter sur tout le reste, y compris la façon dont elle me traitait lorsqu'elle se sentait suffisamment à l'aise pour baisser sa garde. Les piques s'étaient aggravées ces derniers mois. Elles étaient plus fréquentes, plus acérées. Elle s'en rendait compte une fraction de seconde plus tard et souriait comme si de rien n'était. Mais les mots étaient déjà prononcés. J'avais cessé de les ignorer. Chaque fois qu'elle en lançait une, je lui rendais là. Pareil. Plus fort, mieux, plus propre. Elle n'aimait pas ça. Elle s'attendait à ce que j'absorbe tout. Quand je ne le faisais pas, elle devenait silencieuse et froide pendant une journée entière, puis agissait comme si rien ne s'était passé. Ce vendredi après-midi, elle a mentionné l'événement de l'entreprise, la réunion annuelle d'automne de Meridian, qui se tenait dans un local du centre-ville. Elle prévoyait d'emmener son amie de lycée, une femme nommée Josie. Josie a envoyé un message 1 heure avant notre départ. Un problème d'estomac, elle ne pourrait pas venir. Ma femme est restée dans le couloir, son téléphone à la main, déjà habillée, et m'a regardé de la même manière que les. J'en regarde un dernier recours. Tu veux venir? J'étais en train de changer les cordes de ma guitare acoustique dans le salon. Je l'ai mise de côté. Bien sûr. Elle n'avait pas l'air très enthousiaste, ce qui aurait dû me dire quelque chose. L'endroit était un entrepôt rénové sur Penn Avenue, briques apparentes, au plafond, bar ouvert. Ses collègues remplissaient la pièce en petit groupe. Elle m'a présenté à certains d'entre eux, le genre de présentation rapide où les noms ne vous restent pas en tête. J'ai pris un coca et je suis resté sur les bords de la pièce pendant qu'elle se rapprochait progressivement de son entourage. Tout a commencé doucement. Elle avait déjà bu 3 verres à 20 heures, ce qui relâchait tout ce qui était normalement sous contrôle. Un groupe s'était formé près du bar, 4 ou 5 de ses collègues. Et quelques-uns de leurs partenaires. Elle était au centre, là où elle aimait être. Je me suis approché et j'ai capté la fin de quelque chose qu'elle disait. Sur le week-end. Elle m'a regardé du coin de l'œil, puis a regardé le groupe et a adopté ce ton de voix, le même que j'avais appris à reconnaître immédiatement. Il essaie, je lui reconnais, a-t-elle dit avec un large sourire. Samedi dernier, il a passé 45 minutes à essayer de réparer le robinet de la cuisine. Il m'a appelé pour me le montrer, et ça goûtait encore. Il y a eu de légers rires de la part du groupe. J'ai gardé mon expression sérieuse. C'est drôle. Parce que tu m'as appelé 3 fois cette même semaine pour que je t'explique comment fonctionnait la télécommande de la télévision. Les rires ont changé, devenant un peu incertains. Maintenant, elle m'a adressé un sourire tendu. Sa mâchoire s'est contractée de la façon dont elle le faisait quand elle recalculait la situation, mais elle n'avait pas fini.
C'était ça le problème. Avec elle. Elle ne savait jamais quand s'arrêter. 30 minutes plus tard, le groupe s'était un peu agrandi. Une femme que l'on ne m'avait pas présentée avait rejoint. Elle se tenait légèrement à l'écart des autres, une boisson à la main, observant la conversation à la manière de quelqu'un qui écoute plus qu'il ne participe. Plus tard, j'apprendrai qu'elle s'appelait Vera Stone. Elle était la superviseuse directe de ma femme chez Meridian. Ma femme lui tournait le dos et se préparait à quelque chose. Je pouvais le voir dans la façon dont elle préparait l'ambiance, établissant un contact visuel avec les personnes qui avaient ri auparavant, les attirant vers elle. Sincèrement, dit-elle, d'un ton assez fort pour être bien entendu, si quelqu'un veut un mari totalement gratuit, je donne pratiquement celui-ci. Elle me fit un geste avec son verre. En riant. Il est ennuyeux, mais loyal, comme un golden retriever qui ne peut pas trouver le prix que tu viens de lui lancer. Quelques personnes ont ri. Doucement, d'autres non. Je ne l'ai pas regardé, j'ai regardé le groupe, un visage à la fois, assez lentement pour que les gens le remarquent. Puis j'ai dit. Faites attention à votre argumentaire de vente, vous vous décrivez comme l'ancienne propriétaire et cela va apparaître dans l'annonce. La femme un peu à l'écart, Vera, n'a pas ri. Elle a incliné très légèrement la tête et m'a regardé. Avec une expression que je n'arrivais pas encore à déchiffrer. Le sourire de ma femme était devenu tendu aux commissures. La nuit n'était pas finie. Personne n'est intervenu. C'était la partie dont les gens ne parlent pas, la façon dont tout un groupe d'adultes reste là, à laisser quelque chose se produire. Simplement parce que personne ne veut être le premier à réagir. Elle continuait de sourire, dominant la pièce avec cette version d'elle-même qu'elle réservait. Pour des moments comme celui-ci, celle qui se faisait passer pour inoffensive. Celle qui avait besoin que la blague fonctionne pour pouvoir sentir qu'elle avait gagné quelque chose. Je suis sérieuse, dit-elle en doublant la mise. Que quelqu'un le prenne. Il fait la vaisselle, sort les poubelles. S'étend. Gros tout son CV. Il y eut davantage de rires nerveux. 2 personnes avaient cessé de prêter attention et fixaient maintenant leur boisson. Je la regardais. Avec cette sorte de calme qui n'était pas du tout amical. Tu as oublié le côté électricien, lui dis-je. Certifié et assuré. Un ensemble de compétences du genre. Selon toi. Mais c'est drôle à quelle vitesse tu m'appelles quand quelque chose ne fonctionne plus. Elle rit pour minimiser la chose, mais cette fois-ci, c'était un rire beaucoup plus court. C'est alors que Vera parla. Elle n'avait pas bougé de sa place au bord du groupe. Elle tenait toujours sa boisson à la main, la même expression calculatrice. Elle ne jouait pas un rôle. Elle l'a simplement dit de manière directe et sans hâte, d'un ton de voix qui a fait taire tout le cercle. Je le prends. Ça vous convient demain. 3 secondes. De silence complet. Ma femme s'est retournée. Elle n'avait pas réalisé que Vera était là. Jusqu'à ce moment précis. La couleur de son visage a changé d'une manière qu'elle ne pouvait pas contrôler. Sa bouche s'est entr'ouverte. Légèrement, puis elle a forcé un rire et a tenté de rediriger la situation. Oh, Vera, je ne veux pas dire, je plaisante. Évidemment, il est utile pour certaines choses. Elle a levé un peu son verre. Il fait toujours la vaisselle. J'ai juste besoin qu'il apprenne à mieux gérer la litière du chat. Vera n'a pas souri. Elle l'a regardé un instant, puis s'est tournée vers moi. On dirait qu'il en a pas mal enduré, à vrai dire. Le cercle était devenu très silencieux. 3 personnes ont trouvé des excuses pour regarder ailleurs. Un de ses collègues, un type nommé Andrew, qui avait ri le plus fort auparavant, avait maintenant les yeux rivés au sol. Ma femme a essayé une fois de plus. Une dernière tentative pour retourner la situation, pour la rendre amusante à nouveau.
Eh bien, je suppose que j'en ai toujours besoin. Il fait bien là. Vaisselle et sort les poubelles comme personne. Elle a ri, mais le son est sorti avec une demi-seconde de retard. Vera a incliné légèrement son verre. À ce stade, je dirais qu'il mérite un bon massage, bien plus qu'une autre liste de tâches. Et il se trouve que j'en fais de très bons. Je crois qu'il apprécierait. Pas de rire, rien, juste le bruit ambiant du reste de la fête. Qui continuait de l'autre côté de la salle, complètement indifférent à ce qui se passait dans ce coin. Ma femme est restée là, avec sa boisson, sans nulle part où fuir. La blague s'était complètement retournée contre elle, et elle était maintenant du côté des perdants face à ses collègues, face à sa superviseuse. Sans aucun mouvement en sa faveur. Cela n'empirait pas les choses pour moi. J'ai regardé Vera. Elle me regardait déjà. Je lui ai dit, j'apprécie l'offre. Ça a été quelques mois difficiles. Vera a hoché la tête une fois, comme si cela confirmait quelque chose qu'elle avait déjà déduit par elle-même. Ma femme a posé son verre sur la surface la plus proche et a sorti son téléphone. Je pouvais voir sa contenance commencer à s'effriter sur les bords. La mâchoire tendue, les yeux rapides. Elle a tapé quelque chose, puis m'a regardé avec une expression que j'avais déjà vue, ce regard qui disait « Nous allons avoir une conversation à ce sujet ». J'en avais marre d'avoir ce genre de conversation. Je les regardais droit dans les yeux. « Ne le fais pas, lui dis-je. Ni nulle part. J'ai fini. Excusez-moi. Tu m'as déjà entendu. Ça, tout ça. Je n'en peux plus. Nous pourrons parler de la logistique plus tard, mais ma réponse ne changera pas. » Elle s'est rapprochée d'un pas, baissant la voix. « C'est sérieux? Tu fais ça ici à cause d'une blague? » Ce n'était pas une blague. Et tu sais parfaitement que ça ne l'était pas. Tu fais ça depuis des mois, et ce soir, tu l'as simplement fait devant ta patronne. J'ai gardé un ton de voix calme. Et ce n'est pas ma faute. Elle est restée là pendant 2 secondes, puis s'est retournée. Et s'est dirigée vers la sortie, son téléphone déjà collé à l'oreille. Je l'ai entendu demander à quelqu'un d'appeler un chauffeur pour la ramener chez elle. Je suis resté où j'étais. Vera était toujours là. Je suis désolé que tu aies dû voir ça, lui dis-je. Je l'ai vu se produire pendant environ 40 minutes. Dit-elle. Ne t'excuse pas auprès de moi. Elle a fait un geste vers une section plus calme de la salle, loin du groupe du bar. Tu veux qu'on s'éloigne de ce coin? Oui, je voulais. Nous avons trouvé un endroit près du fond de la salle. Loin du bar et loin du groupe qui était encore là, feignant une conversation sur un autre sujet. Vera a posé sa boisson sur une table haute et n'a pas essayé de combler le silence immédiatement. C'était la première chose que j'ai remarquée. Chez elle. Elle ne ressentait pas le besoin de contrôler l'ambiance entre les gens. La plupart des gens le font, ils parlent pour cacher leur malaise. Elle, en revanche, est restée là et a laissé le silence s'installer. Depuis combien de temps ça dure, a-t-elle demandé après un instant. Mariée depuis 4 ans. C'est comme ça en public depuis environ 6 mois, et avant ces 6 mois, c'était à huis clos. C'était plus gérable. Elle a hoché la tête, non pas avec pitié, mais simplement en absorbant l'information. Elle est bonne dans son travail, a dit Vera, minutieuse et compétitive. Des qualités très utiles ici à Méridien, mais moins utiles dans un mariage, semble-t-il. Tout dépend de la concurrence. Vera m'a regardé fixement. Contre quoi rivalise-t-elle? Contre tout ce qu'elle croit la menacer. Ce soir, c'était l'idée que quelqu'un dans cette pièce puisse me trouver intéressant. Il y eut une brève pause. Quelqu'un l'a fait, dit Vera. Cela ne sonnait pas comme du flirt, du moins pas de la manière dont les
J'en flirte habituellement. C'était simplement un fait. Et elle l'a dit de là. Même manière qu'elle disait tout le reste, directement et sans fioriture. Nous avons parlé pendant près de 50 minutes, et non de ma femme, après ces premiers échanges. Nous avons parlé de Pittsburgh, de la façon dont la ville avait changé au cours de la dernière décennie, et d'un projet de rénovation qu'elle supervisait sur une de ses propriétés à Lawrenceville. Elle m'a posé des questions sur le métier d'électricien, mais pas de la manière dont les gens posent par pure courtoisie, mais plutôt de la manière dont ils posent quand ils veulent vraiment savoir. Elle avait des questions très spécifiques sur les processus de permis, sur la différence entre le travail résidentiel et commercial, et sur le cheminement pour obtenir les licences. Elle était très perspicace et très organisée dans sa pensée. Elle présentait une idée, puis laissait de la place pour la suivante, au lieu de tout empiler de manière désordonnée. À un moment donné, j'ai réalisé que j'étais là depuis près d'une heure et que je n'avais pas du tout pensé à ce qui m'attendait en rentrant chez moi. Vers 22h30, j'ai dit que je devais partir. Vera a sorti une carte de la poche de sa veste et l'a posée sur la table entre nous. Si vous voulez en parler davantage en dehors de ce contexte professionnel, c'est ma ligne directe. Je l'ai ramassée sur la table. Je l'utiliserai. Elle ne m'a pas fait un grand sourire ni n'a fait de chichi. Elle a simplement dit, conduisez prudemment. Et elle s'est retournée vers le reste de la pièce. Les lumières étaient allumées quand je suis rentré à Crafton, celle du salon et de la chambre. À ce moment-là, elle était déjà rentrée depuis près d'une heure. Je suis entré par la porte principale et elle était sur le canapé, les bras croisés, portant toujours les vêtements de la fête. Elle avait enlevé ses chaussures et les avait alignées près de la table basse, quelque chose qu'elle faisait toujours quand elle se préparait à une confrontation. C'était, je suppose, une sorte d'habitude pour se concentrer. Elle m'a regardé. Tu es resté assez longtemps. Oui, avec elle, ou plutôt, avec plusieurs personnes. C'était une fête. Ne fais pas ça. Sa voix était tendue. Ne me parle pas comme si j'étais stupide. Tu es resté parler avec Vera pendant une heure pendant que je devais rentrer seul. En Uber. Tu es parti. C'était ton choix. Elle s'est levée d'un bond. Tu m'as humilié. J'ai accroché mes clés au crochet près d'eux. La porte et j'ai retiré ma veste. Elle s'attendait à ce que je réagisse à cela. Que je m'excuse ou que j'hausse le ton pour pouvoir utiliser l'une ou l'autre option contre moi, mais je ne lui ai donné aucune des deux. Ce qui s'est passé ce soir est la même chose qui se passe chaque fois que tu fais ça devant des gens, lui dis-je. La seule différence, c'est que ce soir, le coup t'est revenu bien plus vite que d'habitude. Je plaisantais juste. Et tu sais très bien que je plaisante toujours comme ça. Tu ne plaisantais pas, et je ne vais plus supporter ça. Elle a fait un pas vers moi, changeant de registre à nouveau. Maintenant beaucoup plus douce, levant les mains en signe de paix. D'accord? D'accord, je t'entends. Nous pouvons en parler. Nous pouvons arranger ça. Je vais. Il n'y a rien à arranger. Elle s'est arrêtée net. Je veux divorcer. Lui dis-je. Et ce n'est pas une menace, ce n'est pas juste une réaction à ce soir. Ce soir m'a simplement rendu beaucoup plus facile de le dire à voix haute. Le changement sur son visage a été immédiat. Toute stratégie qu'elle avait pu calculer s'est complètement dissoute. Tu n'es pas sérieuse? Si je suis sérieuse. Juste à cause d'une fête, à cause d'une stupide blague qui a un peu dégénéré, n'est-ce pas? À cause de 6 mois de stupides blagues qui ont dégénéré, et des 2 années précédentes, où ça se passait à la maison au lieu d'être en public. Parce que j'en ai marre. Je l'ai regardé droit dans les yeux.
Nous ne sommes pas bons l'un pour l'autre, et nous ne l'avons pas été. Depuis longtemps. Elle est restée au milieu du salon et pendant quelques secondes, elle n'a rien dit du tout. Puis ses yeux sont redevenus perçants. Tout ça, c'est à cause de Vera. C'est à propos de nous. Vera n'a absolument rien à voir là-dedans. Elle t'a donné son numéro, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu à cela. Elle a fait un pas en arrière et quelque chose dans sa posture a radicalement changé. La phase de négociation était terminée. Maintenant, la douleur était très réelle. Son menton a tremblé et ses yeux se sont remplis de larmes. Mais je pouvais encore voir la rage cachée en dessous, cette même rage qui soutenait tout. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle dit très doucement. Tu ne peux pas simplement tout arrêter. Et je ne demande pas la permission. Je suis allé dans la chambre, j'ai pris un oreiller et une couverture dans le placard, et je me suis installé sur le canapé. Elle est restée dans le couloir. Un instant, puis est entrée dans la chambre et a fermé la porte. Je suis resté allongé dans l'obscurité, fixant le plafond. Ce fut la première nuit de sommeil décent que j'avais eu depuis de nombreux mois. Le samedi matin, elle est sortie de la chambre à 8 heures et m'a trouvé dans la cuisine, en train de préparer du café. Elle avait changé de vêtements et s'était lavé le visage. Elle avait l'air de quelqu'un qui n'avait pas dormi de la nuit, mais qui essayait de ne pas le montrer. Elle s'est assise à la table de la cuisine et m'a observé pendant un bon moment. Je veux qu'on parle de ce qui s'est passé hier soir. D'accord. Je crois que nous avons tous les deux dit des choses que nous ne pensions pas. Vraiment. J'ai servi le café et j'ai posé une tasse devant elle. Je pensais tout ce que j'ai dit. Elle a entouré la tasse de ses deux mains. Tu vas jeter 4 ans de mariage à la poubelle juste parce que je t'ai embarrassé à une fête? Je veux mettre fin à un mariage qui a cessé de fonctionner il y a 2 ans déjà. La fête n'était que le dernier point d'une très longue liste. Elle est restée silencieuse pendant un bon moment. Je pouvais la voir passer en revue plusieurs stratégies dans son esprit, les tester toutes en interne avant de décider qu'elles ne fonctionneraient pas. Je sais que j'ai été une personne difficile, a-t-elle finalement dit. Le travail a été brutal. Vera nous met beaucoup de pression à tous, et j'ai ramené tout ce stress à la maison. J'admets que c'est de ma faute. Si c'est le cas, alors laisse-moi arranger ça. Tu as déjà dit ça. Peut-être pas avec ces mêmes mots, mais avec la même idée sous-jacente. Après l'anniversaire de ta sœur en mars, après la fête chez ton collègue Brandon en juillet. Les 2 fois, tout allait bien pendant 2 semaines, puis nous sommes revenus exactement à la même chose. Elle a baissé les yeux vers la table, mais cette fois c'est différent. Non, ça ne l'est pas. Et comment tu sais ça? Pourquoi tu n'es pas en colère de m'avoir fait du mal? Tu es en colère parce que tout ça s'est passé devant les gens qui comptent vraiment pour ta carrière? J'ai gardé ma voix ferme et calme. C'est un problème très différent de celui que tu essaies de décrire maintenant. Elle m'a regardé en face, et pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait tout nier. Mais au lieu de cela, elle a simplement maintenu le contact visuel et j'ai pu voir cet éclat de reconnaissance dans ses yeux, bref, inconfortable et rapidement dissimulé. Alors, c'est tout, dit-elle, juste comme ça. Elle s'est éloignée de la table et est retournée dans la chambre. La porte n'a pas claqué. D'une certaine manière, c'était presque pire. Quand elle devenait silencieuse au lieu d'être bruyante, cela signifiait qu'elle passait à une stratégie à beaucoup plus long terme. Ce même après-midi, j'ai appelé un ami à moi nommé Vincent Sauer. Nous avions grandi à seulement 3 rues l'un d'eux. L'autre à Brooklyn, et nous avions travaillé dans le même programme d'apprentissage. Il avait une chambre libre chez lui, du côté de Bellevue, et me l'avait déjà offerte quand les choses tournaient mal, comme le font les bons
Ami, sans trop insister. Je lui ai demandé si l'offre tenait toujours, et il m'a dit, viens quand tu veux. Cette nuit-là, j'ai préparé une valise. Vêtements de travail, outils, ma guitare acoustique et juste l'essentiel. J'ai laissé tout le reste. Elle était dans la chambre, la porte complètement fermée. Quand j'ai porté le sac vers la porte d'entrée, j'ai frappé 2 fois. Je vais rester chez Vincent un moment. Nous pourrons régler les détails logistiques par l'intermédiaire d'un avocat quand tu te sentiras prête. Il y eut un silence profond. Alors, tu pars vraiment? Oui. Aussi simple que ça. Ce n'est pas aussi simple que ça. C'est quelque chose qui était prévisible depuis longtemps. Et nous le savons tous les deux parfaitement. Une autre pause. Puis la porte s'est ouverte. Elle se tenait là, les bras croisés, et a regardé ma valise, puis moi. Si tu traverses cette porte, je ne te poursuivrai pas. Je sais. Je suis très sérieuse. Ne reviens pas ici en t'attendant à ce que je t'attende. Je ne le ferai pas. Elle est restée dans l'embrasure de la porte pendant que je prenais ma valise et marchais vers la sortie de la maison. Je crois qu'une partie d'elle s'attendait à ce que je m'arrête, que je me retourne, que je lui donne une excuse sur laquelle elle pourrait travailler. J'ai ouvert la porte, je suis sorti et je l'ai refermée juste derrière moi. L'air de la rue était froid et propre, comme Pittsburgh a l'habitude de l'être en octobre. J'ai mis le sac à l'arrière de ma camionnette et je me suis assis sur le siège du conducteur. Pendant une minute entière, non pas pour douter de ma décision, mais simplement pour assimiler le moment. Puis je suis sorti de l'allée de la maison et j'ai conduit directement vers Bellevue. Le lundi suivant, j'ai appelé un avocat nommé Monsieur Harmon. C'était une recommandation de Vincent, un type très direct. Spécialisé en droit de la famille, avec un petit bureau à Southside. Pas d'appel dramatique tard dans la nuit, ni de consultation d'urgence, juste un rendez-vous normal à 9 h du matin, le genre de choses que l'on programme comme n'importe quelle autre course. Il m'a expliqué tout le processus en détail. L'État de Pennsylvanie exigeait une période de séparation obligatoire. Cela n'allait pas être une procédure rapide. Je lui ai dit que c'était bon. Je n'étais pas pressé, je voulais juste que toute la paperasse soit faite correctement. Elle a appelé ce même après-midi. J'ai décroché le téléphone. Tu as engagé un avocat? J'ai pris un rendez-vous. Oui. Sans même essayer de surmonter tout ça ensemble? J'ai essayé de surmonter ça pendant 2 ans. J'ai fini d'essayer. C'est de la folie. Tu fais exploser notre mariage à cause d'une seule mauvaise soirée. Je mets fin à un mariage qui a déjà eu énormément de mauvaises soirées. Disons que la facture nous a enfin rattrapés. Elle est restée silencieuse. Alors je ne signerai absolument rien. C'est ton choix. Cela nous prendra plus de temps, mais le résultat final ne changera pas. Et puis elle m'a raccroché au nez. J'ai posé le téléphone sur le comptoir de la cuisine de Vincent et j'ai ouvert le réfrigérateur. Il avait un pack de 6 bières locales sur l'étagère du bas. J'en ai pris une et je suis sorti m'asseoir sur les marches de la cour arrière. La ville semblait très calme de là-haut. On n'entendait que le faible bruit de la circulation provenant de la route principale en contrebas. L'aboiement d'un chien dans une maison voisine. Le bruit normal d'un mardi après-midi dans un quartier normal de Pittsburgh. J'ai sorti la carte que Vera m'avait donnée et je l'ai regardée un instant. Puis, j'ai envoyé un message à ce numéro. Court, sans aucun drame. Êtes-vous libre pour un café cette semaine? La réponse est arrivée en moins de 4 minutes. Je suis libre jeudi. Il y a un endroit sur Butler Street que j'aime beaucoup. Je vous enverrai l'adresse. J'ai rangé le téléphone dans ma poche et j'ai fini ma bière. La paperasse pouvait attendre.
Il restait encore 3 jours avant jeudi. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'avais quelque chose que j'attendais vraiment avec impatience. Le café de Butler Street était assez petit. Le genre d'endroit avec des chaises dépareillées, un menu écrit sur une ardoise et pas de service au volant. Vera était déjà là quand je suis arrivé. Assise à une table près de la fenêtre, une tasse en céramique à la main et un dossier de lecture. Elle l'a fermé juste au moment où je m'asseyais. Nous n'avons pas parlé de la fête, du moins pas directement. Elle m'a demandé comment s'était passée ma semaine. Je lui ai donné la version courte, j'avais déménagé. Contacté un avocat, et le processus de séparation légale avait commencé. Elle a écouté sans m'interrompre et sans donner son avis sur des choses que personne ne lui avait demandé. Et comment le vis-tu ? M'a-t-elle demandé. Calmement, bien plus que je ne l'aurais imaginé. Cela signifie généralement que tu avais déjà pris la décision bien avant de la rendre officielle. Oui. Probablement il y a environ 8 mois pour être exact. Elle a hoché la tête et a levé sa tasse. Elle va rendre tout le processus difficile. Je sais qu'elle ne supporte pas de perdre le contrôle des situations. Je l'ai observée au bureau. Pendant 4 ans. Elle a fait une pause. Ce ne sont pas des ragots, c'est juste une information pertinente. J'apprécie beaucoup l'avertissement. Ce premier café a duré 2 heures. Nous avons parlé de sa propriété à Lawrenceville. D'un travail commercial que j'étais en train d'estimer dans le Street District. Et de la relation étrange que Pittsburgh entretient avec sa propre histoire. Elle était très directe et amusante, mais d'une manière sèche et subtile qui ne s'annonçait pas. Elle disait quelque chose, le laissait en l'air, et vous le captiez environ 5 secondes plus tard. Nous nous sommes retrouvés la semaine suivante. Ce fut un dîner cette fois-là, dans un endroit de Southside qu'elle connaissait bien. Et puis nous avons répété la semaine d'après. Pendant ce temps, la séparation s'éternisait énormément. Ma femme avait adopté la position que rien de tout cela ne se passait. Elle n'a pas répondu à la correspondance de Monsieur Harmon pendant les 3 premières semaines. Quand elle l'a enfin fait, ce fut par l'intermédiaire de sa propre avocate, une femme nommée Madame Brigg. Avec une lettre proposant une thérapie de réconciliation conjugale comme condition préalable à toute autre démarche. C'était une tactique standard pour gagner du temps, ou du moins c'est ce que m'a dit Harmon. Nous lui avons répondu que nous allions de toute façon poursuivre la procédure. Elle m'a appelé 6 fois le premier mois. Je n'ai répondu que 2 fois. Les 2 conversations ont suivi exactement la même structure. Elle commençait par beaucoup de colère. Passait aux supplications, puis revenait à la colère lorsque les supplications ne fonctionnaient pas. Le deuxième appel s'est terminé par elle me disant qu'elle avait tout raconté à sa mère et que sa mère était d'accord pour dire que je faisais une crise de la quarantaine et que j'avais besoin de soutien. Je lui ai dit de transmettre mes meilleurs vœux à sa mère et j'ai raccroché. Immédiatement. Les 3e et 4e appels, je les ai laissés aller directement à la messagerie vocale. Je les ai écoutés une fois, je les ai supprimés et je n'ai jamais répondu. Le 2e mois, elle avait déjà changé de stratégie. Les messages sont devenus beaucoup plus silencieux, plus calculés. Elle n'était plus furieuse, elle présentait ses arguments. Dans un des messages vocaux, elle m'a dit qu'elle avait beaucoup réfléchi et qu'elle avait enfin découvert pourquoi elle s'était comportée de cette manière. Elle a dit qu'elle avait très peur. Peur que j'ai grandi au-delà de notre mariage et que je ne veuille pas le lui dire. Les blagues en public n'étaient que sa façon de me rabaisser avant que je ne puisse la rabaisser en premier. Ce fut de loin la chose la plus consciente d'elle-même qu'elle ait dite en 4 ans de mariage. J'ai écouté le message 2 fois de suite, puis j'ai appelé Harmon et je lui ai dit de poursuivre la paperasse. Parce que le simple fait de comprendre pourquoi vous avez fait quelque chose de mal ne l'annule pas par magie. Ce n'est pas cruel,
c'est simplement la façon dont les contes de la vie fonctionnent. Vera et moi sortions ensemble depuis environ 6 semaines quand elle a abordé le sujet directement, exactement de la même manière qu'elle gérait toujours tout. Je veux être très clair sur ce que c'est exactement, a-t-elle dit. Nous étions chez elle à Lawrenceville, une maison mitoyenne magnifiquement rénovée. Aux lignes épurées et avec des étagères qui contenaient de vrais livres, et non. Pas pour tout définir prématurément, mais juste pour que nous soyons tous les deux sur la même longueur d'onde. Vas-y. Je ne suis pas intéressé par quelque chose de désinvolte, mais je ne suis pas non plus intéressé par la précipitation. Ces deux choses peuvent parfaitement coexister, lui dis-je. Je ne vais nulle part. Elle m'a observé un instant. Elle va le savoir tôt ou tard, et probablement beaucoup plus tôt que tu ne l'imagines. Meridian n'est pas une si grande entreprise. Je le sais très bien. Et quand elle le fera, le travail sera difficile pour elle, pas pour moi. Je veux que tu le comprennes. Je ne vais pas organiser le reste de ma vie en fonction de ses réactions. Je ne te demanderai pas de le faire non plus. Elle a levé son verre de vin. Bien, c'était toute la conversation. Pas de drame, pas de conditions étranges. Pas de négociation d'aucune sorte. Juste deux adultes décidant d'être honnêtes. L'un envers l'autre sur ce qu'ils voulaient vraiment. C'était très certainement l'échange le plus fonctionnel que j'ai eu avec une femme depuis de très nombreuses années. Le divorce a été prononcé un mercredi fin février. Exactement 7 mois après que j'ai quitté la maison de Crafton avec une valise et ma guitare. Armand m'a appelé à midi. J'étais sur un chantier au nord de la ville, en train de passer des câbles au plafond. Je suis sorti un instant, j'ai répondu à l'appel, je l'ai remercié et je suis rentré pour finir mon travail. Ce même après-midi, Vera a ouvert une bouteille de vin qu'elle avait gardée pour l'occasion. Rien de très cher, juste quelque chose qu'elle aimait. Nous sommes assis dans sa cuisine et elle a préparé le dîner et nous avons parlé d'un voyage qu'elle voulait faire sur la côte au printemps et de la question de savoir si je pourrais prendre une semaine de congé entre mes projets. Ce fut une soirée très normale, en fait, elle était délibérément normale. Et c'était exactement le but. La maison de Crafton avait été vendue dans le cadre du règlement du divorce. Elle avait emménagé dans un appartement d'une chambre à Mount-le-Bannon, beaucoup plus proche des bureaux de Meridian en centre-ville. Elle continuait de travailler pour l'entreprise et, bien sûr, elle continuait de rendre compte à Vera. Cette partie n'avait pas été discutée ouvertement entre Vera et moi et il n'était pas nécessaire qu'elle le soit. Nous comprenions tous les deux très bien la géométrie de toute la situation. Le voyage de printemps est devenu réalité. Nous avons passé une semaine sur la côte de l'Oregon, dans une maison louée, à environ 20 minutes de Cannon Beach. J'ai emporté ma guitare acoustique et je jouais sur la terrasse arrière le soir pendant qu'elle lisait. Aucun de nous ne ressentait le besoin de combler chaque petit silence. Ce furent les premières vacances que je prenais en 3 longues années, et qui se sont vraiment senties comme de vraies vacances. J'ai emménagé chez Vera à Lawrenceville le premier samedi de mars, juste 3 semaines après la finalisation du divorce. Ce ne fut pas une grande production hollywoodienne. J'ai utilisé la camionnette de Vincent, j'ai fait 2 voyages et en début d'après-midi toutes mes affaires étaient à l'intérieur. Les outils sont descendus à la cave. Les vêtements sont allés dans le placard qu'elle m'avait vidé et ma guitare est restée sur un support dans le coin du salon, juste là où la lumière entrait parfaitement le matin. Elle avait fait de la place pour moi. Sans faire de chichi. Cette nuit-là, nous avons commandé de la nourriture à un restaurant thaïlandais de Butler Street et avons dîné à la table de la cuisine. Et c'est tout. Pas de cérémonies absurdes, pas de discours dramatiques, juste 2 personnes normales dînant ensemble dans leur nouveau foyer. Le premier lundi de retour à Meridian, juste après le voyage en Oregon, Vera est entrée dans le bureau exactement de la même manière qu'elle l'avait toujours fait. Elle
N'était pas le genre de personne à ajuster son comportement en fonction de qui l'observait ou de ce qu'il savait. Elle n'a rien annoncé, n'a pas abordé le sujet lors des réunions d'équipe, ni n'a envoyé de mail à toute l'entreprise. Elle est simplement restée la personne qu'elle a toujours été, ce qui incluait le fait qu'elle était maintenant en couple officiel avec l'ex-mari de sa propre employée. Le bureau l'a appris de la même manière que les bureaux apprennent toujours les choses, très progressivement, puis d'un coup. Son assistant, un jeune homme nommé Ridodom, a été le premier à assembler toutes les pièces. Il avait vu le calendrier de Vera et avait remarqué une réservation de dîner récurrente sous un nom qu'il avait immédiatement reconnu sur la liste des invités de l'événement de l'année précédente. Il en a parlé à quelqu'un, cette personne en a parlé à quelqu'un d'autre. Et en moins de 2 semaines, l'information avait fait le tour de tout l'étage de Méridian. Mon ex-femme l'a appris un mardi matin. Une collègue nommée Sydney l'a prise à part près de la salle de photocopie et lui a tout raconté, pensant probablement qu'elle lui rendait service. Selon les récits qui ont filtré plus tard, elle est restée là longtemps sans rien dire du tout. Puis elle est retournée à son bureau, s'est assise et n'a pas dit un mot à personne de toute la matinée. Elle n'avait nulle part où mettre toute cette rage. C'était là le point principal. Il n'y avait aucun objectif à sa colère qui la ferait paraître une personne raisonnable. Vera, après tout, était sa patronne. Faire une scène au travail n'était pas une option qu'elle pouvait se permettre. Démissionner n'était pas non plus une option qu'elle pouvait se permettre. Et pour être transférée de département, il fallait l'approbation directe de Vera. Elle était prise au piège d'une géométrie sans bonne issue, alors elle est restée. Elle venait tous les jours, faisait son travail en silence et s'asseyait aux réunions d'évaluation trimestrielle, où Vera dirigeait la salle avec la même autorité et qu'anime qu'elle avait toujours eue. Et elle devait juste regarder de l'autre côté de la table et absorber cette information encore et encore. J'ai entendu une partie de cela par l'intermédiaire de Vincent, qui maintenait encore quelques contacts mutuels avec des personnes de son cercle proche. Je n'ai pas cherché à savoir. L'information me parvenait simplement comme elle le fait toujours quand on vit assez longtemps au même endroit. Je n'ai ressenti aucune satisfaction à ce sujet, pour être exact. Ce n'était pas quelque chose que j'avais prévu. C'était elle-même qui avait établi toutes ces conditions, blague publique après blague. Et les conséquences avaient simplement suivi la géométrie de ses propres décisions. Je n'avais rien prévu de tout cela, j'ai simplement cessé de m'écarter de son chemin. Environ 4 mois après mon déménagement, Vera et moi étions dans une quincaillerie de Bloomfield, un samedi matin. Elle cherchait des accessoires pour le 2e étage d'une propriété qu'elle venait d'acquérir à Polychill. Je poussais le chariot de course. Elle lisait attentivement les spécifications d'une suspension et me posait des questions très techniques sur l'espace libre du boîtier de connexion électrique. Une femme est apparue au coin de l'allée. Nous nous sommes vus exactement au même instant. Elle a d'abord regardé Vera, puis moi, et enfin le chariot de course qui se trouvait entre nous deux. La réalité ordinaire et domestique de tout cela. Le samedi matin, la quincaillerie bon marché, la lampe dans la main de Vera, tout cela lui a explosé au visage. Vera a levé les yeux de la fiche technique, a enregistré toute la situation en environ 2 secondes chrono, et a regardé à nouveau la lampe dans ses mains. Celle-ci nous convient, m'a-t-elle dit. L'espace est parfait. Bien. Prends en 2. Elle en a pris 2 sur l'étagère et les a délicatement placés dans le chariot. La femme dans l'allée n'avait toujours pas bougé. Elle se tenait toujours là, tenant dans ses mains tout ce qu'elle était venue chercher dans cette allée. Et je pouvais voir son esprit travailler à toute vitesse, réfléchissant à ce qu'elle allait faire d'elle-même. Je l'ai regardé fixement. Bonjour, lui dis-je. Ni froidement ni chaleureusement.
Juste un simple mot pour reconnaître qu'il y avait une autre personne là. Elle n'a absolument rien dit. Vera a posé sa fiche technique sur les lampes du chariot et nous avons continué à marcher dans l'allée. Elle n'a pas abordé le sujet avant que nous ne soyons de retour dans la camionnette, sur le chemin du retour. Tu vas bien? A-t-elle demandé. Oui. Elle a regardé par la fenêtre. Du côté passager.